Maintenant, je vais vous passer nous allons passer à ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Donc, on va faire un bond. Hein. On va passer du début fin des années du XVIIIe siècle au milieu du XXe. Et je vais vous reparler pas vous, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous assure qu'on n'a pas fini de parler de l'affaire Kinsey. Je voudrais évoquer ici la source à la fois de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle et de tous ces changements abominables qui sont en cours à l'heure actuelle dans l'école. Alors, je redonne une date, 1948, début de la révolution sexuelle. C'est quoi? Un vent de liberté souffle sur l'Amérique, l'Europe et le monde. Liberté quoi? Liberté sexuelle, liberté de coucher comme on a envie, avec qui on a envie. Kinsey a démontré, c'est Alfred Kinsey, c'était un chercheur, c'était un universitaire. Il a démontré par une grande enquête que les pratiques sexuelles les plus déviantes étaient en fait monnaie courante. Et il a voulu montrer à l'Amérique qu'une législation qui poursuivait la déviance sexuelle était inadaptée parce qu'en fait la déviance sexuelle n'était pas une déviance, c'était le lot commun, c'était une pratique commune. Comment a-t-il fait? Il a fait un rapport dans lequel il a donné des chiffres absolument hallucinants sur le nombre de gens pratiquant la sodomie, le nombre d'avortements, le nombre d'hommes allant voir les prostituées, etc. Et l'Amérique, qui se croyait pudibonde et puritaine, s'est brusquement réveillée avec une espèce d'affreuse gueule de bois. Elle a appris que les femmes couchaient avec tout le monde, que les hommes couchaient avec tout le monde, surtout avec les hommes. Ça a été un choc, la stratégie du choc, ça a été un choc psychologique terrible. Et une des conséquences de ce rapport a été la dépénalisation d'un certain nombre de comportements sexuels qui étaient précédemment pénalisés. Alors, tous les gens qui se sont élevés à l'époque pour dire qu'ils étaient choqués, ben, c'était des pisse-froids, parce que si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que gna gna gna, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes bégueule, vous êtes coincé, vous êtes... voilà. Et les conséquences de ce rapport ont été ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que le sexe n'est plus la rencontre de deux personnes, c'est devenu une activité de loisir. Là, vraiment, on a fait du chemin depuis 1948. En 1948, le sexe, c'était l'affaire du mari et de la femme, à la rigueur du fiancé et de la fiancée. Maintenant, c'est les gosses, à partir de l'école, t'as couché avec combien? Est-ce que par devant, par derrière, garçon, fille, tout le monde mélangé? C'est devenu une activité de loisir. Et ça c'est la première conséquence de cette révolution sexuelle. La deuxième conséquence qui est directe, et il n'y a pas moyen d'échapper à ce constat-là, c'est l'apparition de la gay pride et des revendications des homosexuels. C'est-à-dire que le rapport Kinsey a prétendu qu'un homme sur 10 avait des relations homosexuelles régulières. Le rapport était totalement fallacieux. C'est mauvais dire. Il y a des études qui ont été refaites par derrière, c'est pas 1 sur 10, c'était 1 sur 100. Et Kinsey a fait un rapport mensonger, il était lui-même homosexuel. Alors il s'est marié pour donner le change, mais il était lui-même homosexuel. Mais en plus d'être homosexuel, il était pédéraste, c'est-à-dire ce qui l'intéressait, c'était les jeunes gens. Et en plus, il était pédophile, c'est-à-dire qu'il préférait encore les petits. Et Kinsey a fait dans son rapport un constat qu'il a étayé, hein. Il a fait toute une étude, il a fait un tableau, il a donné un certain nombre d'éléments qu'il a prétendu objectifs, qui disaient que les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de réprimer la sexualité des enfants. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, on enseigne effectivement le sexe à l'école. C'est une conséquence directe. C'est quoi 48 à maintenant? Ça fait combien? Ça fait 60 et des balais, 65 ans, 65 ans de temps. Les mœurs ont totalement changé et à l'heure actuelle, le sexe est devenu une activité de loisir et c'est devenu une matière à part entière étudiée à l'école. Et le genre, la fameuse étude de genre qui n'existe pas, qui est une étrange rumeur, fait partie des choses qui sont enseignées par les instituts Kinsey. Il existe un institut Kinsey, hein, une institution d'importance mondiale qui s'appelle l'Institut Kinsey et qui promeut le genre. Hein, c'est le genre qui n'existe pas. Comment sait-on? Alors, il y a beaucoup de gens aux États-Unis, à l'époque de la sortie du rapport Kinsey, qui ont protesté contre les façons de faire de Kinsey, qui avaient une approche qui était rien moins qu'académique. Enfin, il y avait des gens qui soupçonnaient que son rapport était bidouillé. Mais on doit à une dame, une américaine qui s'appelle Judith Reisman, une juriste américaine, d'avoir découvert le poteau rose. Judith Reisman, qui a à présent 78 ou 79 ans, a découvert que... Alors, Kinsey était homosexuel, pédomane, raciste,
antisémite, mais alors lui vraiment, attendez, antisémite, c'est-à-dire le gars qui, viscéralement, sans raison aucune, veut la mort des Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Un vrai antisémite. Et il était nazi, il était en relation pendant la guerre avec un pédomane national-socialiste allemand, en activité. Il était en plus anti-chrétien, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir les Juifs et les chrétiens. Il ne pouvait pas voir les Noirs. Il ne pouvait pas voir tout ce qui ressemblait à quelque chose ayant de près ou de loin à voir avec la transcendance, c'est-à-dire qui puisse trouver des raisons de ne pas aller au bout de ses instincts et de ses besoins et de ses désirs et de ses délires. Ce type était décidé à détruire la société chrétienne et il a mis toute la gomme. Alors il est mort, il est important de le savoir, on l'a su après son décès. Il est mort de s'être arraché les testicules et on a vu à l'autopsie que ce n'était pas la première fois qu'il jouait à ça. Donc il y a une fois de trop, il en est mort. Savez-vous que l'Institut Kinsey vient de recevoir l'accréditation de l'ONU pour être reçu au Conseil économique et social des Nations Unies à Genève? Et que la France a voté oui à l'accréditation de l'Institut Kinsey. Nous y sommes. Ces gens-là veulent les enfants. Judith Reisman a mis au jour que c'est l'étude qu'il a faite pour raconter que les enfants sont sexuels dès la naissance. Ce sont des observations faites sur des viols de centaines d'enfants par des pédocriminels dont il faisait partie. Ils ont violé et torturé les enfants. Et quand les enfants poussaient des hurlements, ils marquaient orgasme. Ces gens-là dirigent le monde. Ces gens-là dirigent le monde. Je voudrais ici rendre un hommage à Madame Judith Reisman, américaine, qui est honorée par la Croatie, qui est un pays qui, à l'école des autres pays d'Europe, institutionnalisé l'éducation sexuelle à l'école, etc., etc., et qui, grâce aux travaux de Judith, a décidé d'interdire le sexe à l'école. Croatie, c'est pas loin d'ici. Je voudrais également ajouter qu'un certain Aaron Russo, qui était un homme de cinéma, qui est mort dans les années... Tu sais quand il est mort, Aaron Russo? Il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques années. Aaron Russo a raconté qu'il était ami avec un certain Rockefeller. Nick Rockefeller, alors je ne sais pas les liens entre Nick et les autres, mais enfin bon, c'est un Rockefeller qui lui a dit « La libération des femmes a été faite pour pouvoir mettre la main sur les enfants plus tôt. Pendant que les femmes sont au bureau, à l'atelier ou à l'usine, nous, on met la main sur les gosses. » Et l'Institut Rockefeller est celui qui a financé Alfred Kinsey. Et on a bouclé la boucle. Perspective, écoutez bien. Le 5 mai dernier, il n'y a pas longtemps, dans le New Hampshire, aux États-Unis, un certain William Baer, père de famille, a été arrêté au cours d'une réunion du conseil de classe de son école pour protester contre l'éducation sexuelle qu'on donnait à sa fille de 14 ans. Il a été arrêté, menotté et envoyé en prison devant les caméras, j'ai vu le film, recherché. C'est-à-dire qu'on vient raconter des horreurs à vos gosses, vous protestez en prison. Réveillez-vous, c'est grave. En Allemagne, des enfants se sont évanouis à l'issue de cours d'éducation sexuelle. Vous savez ce que c'est les cours d'éducation sexuelle quand on est petits? On leur montre des trucs porno. On attend à la pudeur des enfants, à leur intégrité physique et mentale. On leur apprend à se plotter et le reste. J'ai rencontré un Canadien qui m'a dit que quand il avait 11 ans au Canada, il en a un peu plus d'une trentaine maintenant, on lui a expliqué à l'école toutes les pratiques déviantes des homosexuels, les pratiques les plus abominables à l'école. Pourquoi? Le choix. Vous aurez le choix, vous pourrez faire comme ci, vous pourrez faire comme ça. J'ai rencontré une jeune fille récemment qui m'a dit qu'un jour, quand elle était au lycée, on a expliqué, quelqu'un est venu expliquer aux filles, quand vous avez vos règles, vous pouvez toujours accorder la sodomie à votre petite amie. Est-ce que l'école est faite pour ça? Attendez, qu'est-ce que c'est là? On vit où? On vit où?
Non, ils n'arrivent plus à leur apprendre à lire et à écrire. Ah bah ça, ils ne savent plus lire et écrire. Ils ont changé de matière. Ils ont changé de matière. En août 2013, c'est il n'y a pas longtemps, hein, un Allemand qui s'appelle Eugen Martens a été arrêté parce que sa fille avait manqué 2 leçons d'éducation sexuelle à l'école primaire. Prison. Pas prison directement, c'est-à-dire que pour avoir dit à sa fille « tu n'iras pas au cours d'éducation sexuelle », il a reçu une amende, il a refusé de payer, il a été mis en prison. Sa femme Louise était enceinte et on lui a expliqué qu'elle purgerait sa peine de prison après la naissance du petit. Je ne sais pas où on en est. Et un certain Matthias Ebert a créé l'association en Allemagne Besorgte Eltern, c'est-à-dire parents inquiets, pour pousser les gens à manifester et à se lever contre ce système. Et ce Matthias Ebert a reçu récemment Farida Belgoub, qui est allée soutenir son action. C'est-à-dire que maintenant, réveillez-vous et en réseau, autant que vous pourrez. Je voudrais vous faire une citation d'un monsieur que j'ai eu l'honneur et l'avantage, avec mon ami ici présent, de rencontrer au mois de septembre dernier. Ce monsieur s'appelle Nigel Farage, retenez bien le nom, ce monsieur a certainement une perspective intéressante devant lui. Et il m'a dit, écoutez bien, il y a 10 ans, quand les États membres ont dû choisir leur commissaire, les Italiens ont porté leur choix sur un conservateur nommé Buttiglione. Ce Buttiglione a répondu à plusieurs interviews. Et notamment, il a dit qu'il pensait qu'en général, il était préférable, tant que les finances le permettaient, qu'une mère puisse rester à la maison jusqu'à ce que l'enfant soit en âge d'aller à l'école, si elle le voulait. Ça a été considéré comme épouvantable, il n'a pas été retenu, il n'est pas devenu commissaire. Il dit, c'est là que pour la première fois j'ai compris combien ces institutions sont brutalement laïques et viscéralement anti-famille. C'est l'Europe, ça. Il dit, quand on parle de l'Union européenne, on en parle généralement en termes de politique, de souveraineté, d'un manque de démocratie, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe et qui est une tentative délibérée de détruire nos sociétés. Fin de citation. La façon la plus sûre de nous détruire, c'est de détruire nos enfants. Si vous avez des questions à nous poser, merci Marion, merci Claire. Alors effectivement, pour les personnes qui ont des questions à poser, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Oh non. Oh ben non, si. Oh ben moi, il n'y a qu'une seule chose à dire en définitive, ça s'appelle du satanisme. Ni plus, ni moins. Je crois que concernant les affaires qui remontent à Louis XIV, c'est véritablement, je crois, des affaires de satanisme. Il y avait vraiment des affaires de messe noire. Ouais. Non, mais là, aujourd'hui, oui. Je veux dire, c'est que quand on remonte, depuis le début, c'était du satanisme. C'est pas devenu du satanisme maintenant. J'ai une question pour Madame Sévrac. Concernant l'eau, on dit que dans l'eau du robinet, on retrouve des hormones, on retrouve des antibiotiques, on retrouve les hormones des pilules des femmes, etc. Et que l'on boit allègrement quand on boit l'eau du robinet. Entre boire l'eau du robinet et acheter des bouteilles d'eau de source, il me semble peu écolo, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les alternatives? Alors, vous avez une réflexion? oui, il y a une alternative, c'est que l'eau de source, moi j'ai pris de l'eau de source pendant des années, on m'a dit que la Montrocoup c'était génial et tout, jusqu'au jour où j'ai appris il y a quelques mois qu'il y avait aussi des résidus de pesticides dans la Montrocoup. Donc en fait j'ai fini par, et je pense que c'est ce que j'ai trouvé de mieux, c'est l'osmose inversée, c'est-à-dire c'est un truc qu'on achète et qui a une cartouche à l'intérieur et il y a du charbon dedans. C'est charbon. Et ça filtre tous les résidus de métaux lourds, tous les résidus de chimiothérapie, de médicaments. Voilà. Sinon, les filtres normaux, on fait dans l'eau du robinet telle qu'on la reçoit, ça ne filtre que le chlore. Enfin, ils mettent du chlore et ça filtre vraiment les trucs les plus basiques. Mais comme maintenant, effectivement, on retrouve beaucoup de résidus de chimiothérapie, d'hormones contraceptives, etc., c'est très dangereux, quoi. Donc, effectivement, faut la... Et ça existe aussi pour la douche et pour quand on se lave.
Parce qu'en fait, les métaux lourds pénètrent aussi dans l'organisme quand vous vous lavez. Mais c'est l'eau de... Tu veux dire, c'est les filtres de l'eau pour le fer à repasser, là, les filtres... Ah non, 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 c'est pas ça. C'est une cartouche comme ça, et soit ça se met sous le robinet, Ah, et l'eau qui est... Soit on peut le mettre à côté du robinet, et dans ce cas-là, on peut l'enlever si par exemple vous allez 15 jours en vacances quelque part, vous pouvez l'amener avec vous et le brancher sur là où vous allez. Et pareil pour la douche, c'est un truc qui se met dans le pommeau de douche. Et en fait, on achète le pommeau de douche avec la cartouche, mais ça se dévisse et on peut le mettre sur n'importe quelle douche de n'importe quel hôtel quand vous partez. ah mais ça, Et ça se change, tous les ans, on change la cartouche. Non. Pour revenir sur Rockefeller, je pense qu'il faudrait voir avec Salim Laibi qui pourra nous parler de sabataïsme et de franquisme. Ouais. C'est un livre que tout le monde peut acheter, hein. C'est Jacob Frank, comment ça s'appelle, de Charles Novak, sur ce que c'est que le sabbataïsme et le franquisme, qui est un dévoiement du... Charles Novak est un juif qui a écrit sur un dévoiement du judaïsme par une secte, on peut dire, satanique, quoi, qu'on appelle les sabbataïstes, et qui ensuite sont devenus les franquistes. C'est un livre à lire, c'est très pénible à lire, parce que la chose décrite est atroce, mais vraisemblablement c'est une réalité. Oui ? Oui, j'aurais voulu savoir à propos des vaccins, comment on peut échapper à ceux dits obligatoires. Faire la révolution. Eh ben, en tout cas, faut pas s'opposer à l'autorité, c'est sûr, parce qu'il y a plein de mamans à qui on enlève les enfants ou qui sont dans des problèmes terribles. Et la dernière fois que j'ai conseillé à une maman de dire je ne suis pas contre la vaccination, mais parce qu'en fait le pire en plus c'est que dans la vaccination obligatoire, le RER, maintenant il y a d'autres valences. C'est-à-dire que le vaccin contient la coqueluche, il contient l'hépatite B et éventuellement d'autres trucs. Et ça c'est fait aussi parce que quand une vaccination est obligatoire, en cas de problème c'est l'État qui est responsable, et quand elle n'est pas obligatoire c'est le labo. Et quand vous mettez 7 valences dans le même vaccin, comme vous ne savez jamais laquelle vous a rendu malade, ben comme ça les deux sont tranquilles, vous pouvez attaquer ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'évacuer le vaccin Ah ben oui, il y a effectivement, oui. Ouais. Il y a des homéopathes qui donnent des traitements après pour évacuer les effets des vaccins. Mais enfin, je veux dire, il faut trouver un homéopathe qui soit d'accord avec vos convictions et qui... J'en ai trouvé un, il a fait venir de Suisse des médicaments, c'était très très cher l'homéopathie, pour évacuer toutes les saloperies des vaccins. On peut envisager aussi de reprendre le pouvoir sur les enfants. Enfin ça, je vous dis pas ça pour tout de suite, mais je veux dire, dans une perspective, on est en train de nous voler les gosses. Hein. Ah, oui, d'autant plus que on est en train de nous voler les gosses. Ça n'a pas vraiment de sens, parce que chez nous, par exemple, c'est le RER qui est obligatoire, mais il y a plein de pays où il n'y a aucun vaccin qui sont obligatoires. Et en plus, enfin, je veux dire, normalement, dans la Constitution, il est inscrit qu'on doit avoir un consentement libre et éclairé, et qu'on a la liberté et comment on dit, et l'intégrité qu'on a droit à la liberté et à l'intégrité de notre corps. Donc c'est assez, je veux dire, c'est assez tangent le fait qu'il y ait des vaccinations obligatoires. Enfin, ça n'existe pas que pour les vaccinations, hein, parce que là, je suis en train de défendre le docteur de l'Épine, Nicole de l'Épine, qui a un service à Garches. Donc, elle est chef du service oncologie pédiatrique à Garches, c'est pas rien. Hein. Et elle a un hôpital où elle n'est pas contre la chimio, elle soigne tous les petits enfants cancéreux qui lui arrivent dans des états avec des cancers des os où on dit tiens, ben, on va les amputer, comme ça, enfin, des trucs vraiment abominables. Et ça fait des années qu'elle a ce service et qu'elle les soigne. Et là, simplement, elle est contre le fait d'appliquer les protocoles des labos tels qu'ils sont faits. Et aussi, elle m'a expliqué que, par exemple, dans un service normal, c'est quand un enfant ou même un adulte a un cancer, il y a une réunion collégiale en fait de plusieurs cancérologues qui décident qu'on va essayer tel médicament sur telle personne. En fait, les gens servent de cobayes. Et comme elle est contre ça, on est en train de vouloir lui fermer son service. Et normalement, on lui ferme son service le 1er juillet. Donc on est tous le 20, j'en profite pour le dire,
Le 20 mai, on est tous devant le ministère de la Santé parce que bien évidemment, le ministère ne veut recevoir personne, c'est pas assez important que quelqu'un soigne nos enfants. Et donc on va manifester parce que c'est scandaleux. Oui, j'aimerais savoir, j'aimerais connaître votre avis concernant l'absence de la sphère religieuse, tant catholique que musulmane en France, au sujet justement de cette déviance qu'on constate au fur et à mesure dans l'éducation nationale. Il y a un plan, à partir de la Révolution française, il y a un plan d'éradication du christianisme. Donc on a mis 200 ans à y arriver pratiquement. La France, à l'époque de la Révolution française, était un pays profondément catholique. La pratique religieuse était absolument partout. Alors il y avait des exceptions, c'était les protestants, pour tout un tas de raisons qui sont extrêmement complexes, mais parce qu'on ne pouvait pas, sur un royaume uni, avoir facilement une religion différente de celle de tout le monde. Mais globalement, la France a été un pays profondément catholique jusqu'à la Révolution française. Et dès la Révolution française, les toutes premières mesures qui ont été prises pour renverser l'ancien modèle ont été la libéralisation du commerce des subsistances et la mise sous tutelle de l'Église. Donc c'est un programme qui va avec le libéralisme économique. Pour libérer l'économie, on aliène les hommes. Et la première aliénation, c'est de leur interdire la pratique de leur religion. Donc évidemment, ça n'a pas été présenté comme ça. On a dit qu'on avait libéré les hommes de la religion, sauf que ici en Bretagne, vous savez, et en Vendée, qui n'est pas loin, vous savez également, les gens se sont fait trouer la peau pour défendre leur religion, parce que la religion, c'est ce qui relie les hommes entre eux. Et un monde sans religion est un monde dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est-à-dire qu'on est des individus atomisés, à la libre disposition de gens qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes, et c'est le meilleur des mondes de Huxley, je veux dire, c'est cette horreur dans laquelle nous entrons. Alors moi je ne veux pas défendre une religion plutôt qu'une autre dans l'absolu, je pense que la France est un pays de tradition catholique, qui a fait des grandes choses comme pays catholique, qui n'a pas à martyriser ni les juifs, ni les protestants, ni les quakers, ni les musulmans, mais la France, ce qu'est la France, ce qui a fait la nation française, c'est toute une tradition catholique que 200 ans de propagande anticléricale ont fait passer pour le diable, alors que le diable on le voit à l'œuvre maintenant, quoi. Je pense vraiment que moins il y a de religion en France, et plus on voit ces folies. Moi je pense que il y a toujours des gens qui ont voulu, toutes ces histoires que Claire raconte, qui sont éminemment choquantes, il y a toujours des gens qui ont essayé de faire de l'argent sur des mauvais médicaments. Mais maintenant, ils sont au pouvoir, ces gens-là. Avant, ils étaient au moins poursuivis, il y avait au moins une morale commune, une morale publique. Tandis que maintenant, ces gens nous dirigent. On est arrivé au bout du bout d'un système. Et c'est, je crois, le bout du bout d'un système sans Dieu. Alors moi, on peut obliger personne. Mais ça fait partie de l'éclatement des repères dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les enfants n'ont plus le repère de la religion, ils n'ont plus le repère de l'école, ils n'ont plus le repère de la famille les 3/4 du temps, parce qu'ils vivent dans des familles recomposées, divorcées, etc. Donc ils ont déjà du mal à se situer. Et la seule chose dont ils étaient sûrs, c'est qu'il y en avait qui avaient une fente et d'autres qui avaient un zizi. Maintenant, on leur dit, tu sais quoi, ça n'a rien à voir, tu choisiras plus tard. Je veux dire, comment vous voulez que les enfants se construisent? Enfin, je veux dire, mais c'est aussi comme ça, c'est ce qu'a démontré justement Naomi Klein dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus de repères, ils sont... quand est-ce qu'on est fort? Quand on a reçu de ses parents et quand on a reçu enfin, je veux dire, un enseignement et des valeurs qui font qu'on, dans des circonstances extrêmes, on sait se tenir debout. Si on n'a plus ça, forcément, c'est plus facile pour eux de manipuler les gens. Et puis si on a toujours le choix de dire c'est ce qui me fait le plus plaisir qui va être le bon choix, on va tout de suite dans le mur. Je veux dire, il n'y a pas de vie sans effort, il n'y a pas d'accomplissement sans effort, sans travail, sans élaboration. Là on est vraiment en train de faire à croire aux jeunes que t'as envie, tu l'as fait, t'as pas envie, tu ne l'as pas fait, et puis en avant marche. On va devenir esclave avec ça, c'est évident que c'est pas comme ça qu'on avance. Une société ne peut pas tenir sans valeur, et il se trouve que la religion... Moi j'ai fait partie des gens qui ont dénigré la religion, j'ai fait mon anticléricalisme bon ton pendant des années. Moi je viens de loin.
Je viens de très très loin, à la révolution sexuelle, je disais, j'ai fait partie de ces trucs-là, moi. J'y ai cru pendant longtemps, et puis j'ai fait mon chemin, et maintenant je vous communique ce que j'ai découvert. On est au bout d'un processus qui a commencé il y a longtemps, et qui nous mène vraiment à l'horreur, à la destruction de l'humanité, à la destruction de la vie. Je veux dire, c'est affreux ce qui se passe, Et je me contente de noter que ça va avec la disparition des grandes religions révélées. C'est clair. Bonjour, j'aurais une question donc, pour Mme Sigaud. Je n'ai pas très bien compris là, ce que vous évoquiez tout à l'heure quand vous parliez de l'éducation sexuelle dans nos écoles. Moi, je fais partie de la génération qui a déjà reçu l'éducation sexuelle à l'école. Mes enfants ont eux-mêmes reçu l'éducation sexuelle à l'école. J'ai vu les cours, je travaille dans un établissement scolaire également. La pornographie dont vous parlez n'était pas abordée du tout, les rites sexuels non plus, ni les pratiques. On parlait de la reproduction, on en parle toujours, on évoque ça. Mais on n'évoquait pas ça. Si, il y a des plans, mais mondiaux. Il y a des écoles pilotes. Il y a des écoles pilotes. Et c'est pas parce que ça ne se fera pas ici que ça ne va pas se faire ailleurs. Ça s'est fait notamment en Suisse. La Suisse s'est révoltée. Ils avaient distribué dans des écoles des sexes d'hommes et de femmes sous forme de poupées tricotées. Et on les a vus. Donc ça s'est fait dans des trucs pilotes. En Suisse, ils ont vite réagi. En Allemagne, il y a ce que je vous ai dit, et en France, il y a véritablement des établissements où ça se fait, mais c'est évidemment pas tout d'un coup. Ça avance masqué, on fait un truc ici, on voit que les gens réagissent pas, on peut y aller, on réavance un pion. Et il y a de toute façon un document de l'OMS qui s'appelle, je ne sais plus maintenant, Manuel pour les normes d'éducation sexuelle en Europe. Et à la page 39, je sais que c'est sorti sous un site qui s'appelait l'OMS promeut la corruption de nos enfants ou un truc comme ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Oui, on peut retrouver ça sur Internet. À la page 39, si vous lisez tout le truc, la page 39 c'est un double, ce sont des tableaux, et il y a bien marqué à gauche, le tableau de gauche, il y a marqué de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, de 6 ans à 10 ans, etc. Sur la colonne du milieu, il y a marqué ce que les enfants doivent acquérir. Il y a marqué masturbation sur autrui, etc. Et la colonne d'après, c'est comment ils doivent l'acquérir. Et il y a marqué aussi que les enfants ne reçoivent, ce que je disais tout à l'heure, ne reçoivent des parents que des informations informelles, que les informations formelles leur sont données par l'État. C'est marqué, et c'est un document de l'OMS. Inspiré par Kinsey. C'est directement inspiré par Kinsey. Donc évidemment, dans les écoles en majorité en France, quand monsieur, alors Belkacem, disait mais non, la théorie du genre, mais c'est pas du tout ça, ça n'existe pas. Certes, mais c'est dans les plans, c'est dans les cartons, c'est dans les pipelines, parce que le document de l'OMS, vous pouvez le trouver comme vous voulez. Ouais. Et si vous êtes bilingue et si vous le lisez, je veux dire, vous regardez page 39, parce que moi je me suis tapé les 80 pages et je sais où c'est. Et alors attendez, ce qui est intéressant, c'est que c'est simultanément partout. C'est simultanément partout dans le monde. Et ça va, au début du mois de janvier de cette année, non, je crois que c'est janvier 2014, Mademoiselle Payon nous a dit que l'une des priorités de l'éducation nationale, c'était de lutter contre l'homophobie, et il renvoyait sur une ligne azur qui promouvait de façon non seulement explicite, mais avec dessin à l'appui, la sodomie, la drogue, mais une horreur, un truc avec pour les femmes, avec des questionnaires, des questionnaires intrusifs du genre, est-ce que vous avez fait l'amour, mais quand avez-vous fait déjà l'amour la dernière fois, quand avez-vous fait l'amour avec un homme avec un garçon et ou une fille. On pose aux enfants des questions sur des pratiques en prenant comme a priori qu'ils les ont déjà pratiquées. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'avait fait Kinsey en l'occurrence. C'est-à-dire, quand avez-vous fait l'amour avec... avez-vous une expérience avec des animaux, par exemple? Sodomie, C'est effroyable. C'est-à-dire, les pires des perversions sont présentées comme quelque chose d'absolument banal et qu'on va enseigner aux enfants. Et tenez-vous bien, c'est mondial. C'est mondial. J'ai vu que des pays africains avaient réagi avec indignation à un plan qui avait été proposé par les Nations Unies, je crois,
de promotion de l'homosexualité, mais carrément de promotion de l'homosexualité. Moi, personnellement, les homosexuels, je veux dire, on est homosexuel parce qu'on est comme ça et pas autrement. Je veux dire, j'en veux absolument à personne, mais aller faire la promotion de l'homosexualité, attendez, à quel titre? Où vit-on? Pourquoi faire? Je veux dire, où est-ce qu'on vit? Si c'est pas pour faire perdre les repères aux gens, les indigner, les choquer et récupérer les enfants, alors il y a un truc qui m'a échappé, je suis persuadée que c'est ça. Et ce pays africain, je ne me souviens plus lequel, a dit qu'il n'en était pas question, et il y a eu une déclaration du monsieur Obama, mademoiselle Obama et de mademoiselle Cameron. Ah bah, il ne promeut pas la théorie du genre, lui. Enfin bref. Qui ont dit que si ces pays refusaient de se plier à la merveilleuse libération des homosexuels, c'est-à-dire imposer l'homosexualité comme une norme, ça s'appelle libérer les homosexuels, ce qui ne veut rien dire, quoi. On leur couperait les vivres. On leur couperait les vivres. C'est-à-dire que avec les OGM. Voilà. Vous ne voulez pas enseigner l'homosexualité à l'école, on vous coupe les vivres. Non mais ça va mal se terminer. Hein. En plus de ça, il faut quand même savoir que la plupart des homosexuels n'ont rien demandé. Et ce sont des lobbies autoproclamés représentatifs qui font avancer cette horreur. Et des lobbies qui soutiennent l'Institut Kinsey, et que l'Institut Kinsey soutient. Il faut savoir que c'est autour de là que ça se passe. Et Kinsey était un pédocriminel. Un pédocriminel. J'ai une question pour Claire Sévrac. Vous avez parlé tout à l'heure d'une entreprise qui donc est cotée en bourse et qui vient de rentrer en bourse. Est-ce que vous pouvez donner des précisions? Vous avez parlé d'embryons de femmes avortées. Voilà, les bras m'en tombent. Je ne me souviens pas exactement du nom là, mais si vous me donnez votre mail, je vous l'envoie en rentrant à Paris. Il y avait des rumeurs avec Pepsi pour ça. Comment? Pepsi, à un moment donné. Oui, d'ailleurs, justement, c'est le truc a été dévoilé parce qu'ils sont en contrat avec Kraft, avec Pepsi, avec plusieurs marques comme ça. Oui, excusez-moi. Ce serait plus quelques remarques qu'une question. Moi, j'avais envie de dire qu'effectivement, ce qui fait qu'on est homme, c'est notre spiritualité. Et effectivement, pourquoi on a chassé la religion des écoles? Parce que les enfants n'ont plus du tout de notion de bien et de mal. Et je pense que c'est pas un hasard aujourd'hui s'il y a un fort développement des écoles hors contrat. Parce que le seul moyen aujourd'hui pour que nos enfants échappent légalement aux horreurs qu'on leur enseigne, c'est de les mettre dans des écoles hors contrat. D'ailleurs, vous avez vu qu'à un moment donné, ils ont essayé aussi de dire qu'ils allaient interdire l'éducation à domicile, l'instruction à domicile. Après, ils n'en ont plus parlé. Ils n'en ont plus parlé, oui. Vous savez, alors j'ai ouï dire que ce projet monstrueux d'enlever l'école à la maison avait été retiré parce que c'est une grâce qu'on a faite aux gens du voyage. Et que si on interdit l'école à la maison, on scolarise tous les gens du voyage, donc on les sédentarise et ils ne sont plus les gens du voyage et ils vont crier à la discrimination. Donc de deux mots choisissant le moindre, ils laissent les enfants, les parents continuer. Vous savez, on voit à qui ils obéissent quand même, parce que par exemple, on parlait de Mademoiselle Payon tout à l'heure, mais l'autre jour, je suis tombée par hasard sur un truc qui n'a rien à voir, mais je cherchais des trucs sur la santé dans la nuit et je vois passer un document, c'était des trucs sur le diabète, et je vois passer un document qui s'appelait Payon Cédus. Alors je me dis, bon, je le laisse de côté, mais quand même, comme il y avait Payon et que ça sortait avec mes recherches, j'ai voulu aller voir ce que c'était. C'est extraordinaire, parce que tous les documents que j'avais trouvés avant, l'OMS disait à corps et à cri qu'il fallait sauver l'humanité, parce que le prochain truc terrible de l'humanité, c'était le diabète et l'obésité des enfants. En disant, il y a 15% des enfants qui sont déjà obèses et diabétiques, et ça va être terrible, en 2030, il y en aura 40%, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'OMS sortait des programmes pour sauver les enfants à tour de bras. Et le fameux document Cédus-Payon, je ne savais pas ce qu'était le Cédus. Tu connaissais Payon? Oui, mais pas Payon, c'est pas le Cédus. Et je regarde et je vois que ce truc était un contrat cadre signé par Payon entre l'éducation nationale et le Cédus pour apprendre la diététique à nos enfants dans les écoles. Et savez-vous ce qu'est le Cédus? C'est l'industrie sucrière. C'est joli quand même, on ne peut pas l'inventer.
Vous savez, moi, ce que je voudrais rajouter quelque chose par rapport à la question qui vient d'être posée. Le danger à l'heure actuelle, c'est pas ce que l'école va faire aux enfants, c'est le danger que les enfants nous soient retirés. Oui. C'est ça ce qui se présente. Et je pense que c'est le but caché du mariage homosexuel. À partir du moment où on estime que 2 hommes ou 2 femmes peuvent faire des parents acceptables, on casse la filiation naturelle, donc l'autorité naturelle dévolue au père ayant reconnu les enfants, puisque maintenant les enfants vont être hors sol, si vous voulez, et on retire l'autorité parentale, l'autorité paternelle qui est absolument inhérente à nos sociétés. C'est le socle de nos sociétés. Le père, en dernière instance, c'est celui qui dit « Attendez, c'est mon fils, c'est moi qui décide ». Eh bien, bientôt, ça ne va plus être le cas. Et là, ce qui se décide, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Ça revient à ce qu'a dit Mme Rossignol. Oui. Qui me dit ça? Oui. Ça revient à ce que disait Laurence Rossignol, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Alors, si vous dites qu'elle a dit que les enfants appartiennent à l'État, elle va vous faire un procès, donc il ne faut surtout pas dire ça. Il faut simplement rappeler qu'elle a dit que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Bah, attendez, moi, les enfants, ils appartiennent à personne. Hein. Appartenir, c'est pas. Par contre, ils sont sous l'autorité de leurs parents. Et les parents, vous savez, j'ai entendu pendant mon temps, mais les parents, ils n'ont pas le droit sur les enfants, ils ont des devoirs. Eh bien, ils ont des devoirs, ils ont des droits aussi. Je suis désolée, ils ont des droits également. Ils ont des devoirs vis-à-vis des enfants, mais ils ont également des droits. Et le droit des parents, c'est d'élever leurs enfants. Absolument. Mais et ça, nous, si on passe à côté, c'est fini. Pas de vaccin, je trouve qu'on a vraiment une responsabilité terrible. En tout cas, moi, c'est ce qui fait que je me suis lancée dans le combat. C'est que je me suis retrouvée tellement con d'avoir été manipulée à l'époque, alors que j'étais loin de penser que je pouvais être quelqu'un de manipulable. Et je me suis rendu compte que j'avais rien vu, j'avais rien compris, et j'avais écouté ce qu'on disait à la télé, et j'avais fait ce qu'on m'avait dit de faire bêtement, sans réfléchir. Et je pense que ça, c'est ce qu'on doit à nos enfants. C'est-à-dire dire à nos enfants que c'est... La vérité, c'est pas ce qu'on entend à la télévision, dans les médias mainstream, et la réalité, c'est pas ce que nous dit le gouvernement, et surtout leur redonner un libre arbitre et leur redonner la faculté de se poser des questions, de s'interroger, parce que on vit, nous, dans une société, on est des générations qui sont nées avec du prêt à bouffer, du prêt à penser, tout est prêt. On n'a pas à se poser de questions. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est ce qui fait qu'ils font de nous ce qu'ils veulent. Oui, bonjour, une question pour Claire Sévrac. Partons du principe que nos élites s'occupent bien de nous. Est-ce que vous pouvez développer le point que vous avez évoqué tout à l'heure sur les poisons qui tombent du ciel? Merci. Je pense que... non, je suis certaine, parce que ça fait plus d'1 an que j'enquête dessus et que j'ai trouvé des trucs... oui, effectivement, il y a des épandages. La raison pour laquelle j'en suis sûre, c'est en dehors de tout le monde. On voit bien, je veux dire, un enfant de 5 ans, si on lui montre un contrail et un chemtrail, je suis sûre que 2 jours après, il sait reconnaître tout seul un contrail d'un chemtrail. Donc ça, c'est la première évidence, mais ça n'est qu'une évidence. Et après, il y a plein de trucs. Cet été, on rigolait avec Marion, parce que je me suis retrouvée à Paris vers le 20 août. Il n'y avait pas une trace d'avion dans le ciel, ou le 16 août, je ne sais plus. Et elle était en Bourgogne et elle me dit, chez moi non plus, il n'y a pas d'épandage, dis donc. Et on se dit, ça veut dire qu'au mois d'août en France, il n'y a pas de trafic aérien. En pleine vacances, il n'y a pas d'avion qui décolle et pas d'avion qui atterrisse, puisqu'il paraît que ce sont les avions de ligne. Donc, il faut être logique jusqu'au bout. Mais en dehors de ça, il y a eu des documents déclassifiés de l'armée américaine qui ont été déclassifiés en 2002. Et il y a la preuve que les gens, par exemple à Vegas et dans le Maryland et tout, qui gueulaient depuis 1975 et qui disaient, surtout quand on est allé à Vegas, moi j'y ai vécu, enfin j'y ai été souvent, je veux dire, c'est une plaine qui fait 400 km, donc on a le temps de voir l'avion arriver, épandre, arrêter d'épandre et repartir, on voit tout. Et les gens disaient, mais on épand sur nous, etc. Et on leur disait, mais il faut vous faire soigner, il n'y a rien. Et maintenant, dans les documents déclassifiés de l'armée, il y a bien marqué qu'il y a eu tel épandage sur Vegas tel jour, sur le Maryland, sur le sud de l'Angleterre. Alors, je veux dire, il y a des tas de documents qui le prouvent. Donc pourquoi ce ne serait pas vrai chez nous? Puis enfin, il faut être imbécile. Je veux dire, quand on regarde un ciel qui est tout bleu, on commence à voir les avions arriver comme ça, quadrillés, ce qui est déjà pas possible. Moi, j'ai vécu à Los Angeles pendant 15 ans, 13 ans. Je voyais de mes collines l'aéroport, les avions ont toujours décollé tous dans le même sens et atterri tous dans le même sens, justement pour éviter qu'ils se rencontrent.
Donc là, quand on voit le ciel, on voit les avions arriver qui commencent à quadriller, et au fur et à mesure qu'ils quadrillent, on voit le nuage s'installer, les trucs se rassembler, et on voit un couvercle. Ça n'est plus des nuages, c'est un couvercle. Par contre, quand on a été au Parlement européen, il faut peut-être aller vivre à Strasbourg ou à Bruxelles, parce qu'eux, ils sont épargnés, il n'y avait pas d'épandages. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des nuages normaux, des nuages blancs dans un ciel bleu. Et ben, si, ça existe à Bruxelles, et probablement à Strasbourg. Oui, bonjour, merci. On apprend toujours beaucoup de choses et je comprends tout au long de ma vie, j'avais perçu des choses et là maintenant, je peux vous dire, et ça fait du bien de voir des gens autour de moi, que non, je n'inventais pas. Oui, toute petite fille, j'avais perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'allait vraiment pas dans ce monde. Et voilà, les choses se mettent en place, en évidence. Moi, je voulais simplement dire, ben oui, le mal, ce n'est pas une abstraction. Le mal a un visage. C'est réel, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe religieux, ce ne sont pas des délires, c'est vraiment une réalité. Et il prend forme à travers des serviteurs, et on sait très bien lesquels, Bilderberg, etc. Et en France, nous avons 1200 loges maçonniques. Hein, ça, il faudrait peut-être en prendre conscience. Absolument. Ces gens, ce sont des criminels. Il y a 2 ans, 3 ans à peu près que j'en ai pris conscience, et je vous assure qu'ils sont partout en France, à tous les niveaux. Ce sont des abominations, et c'est eux l'expression de l'ennemi. Oui, il y a les forces du bien et il y a les forces du mal, aussi stupide que ça puisse paraître pour certains, c'est basique, mais c'est pourtant la réalité. Donc, moi, pour rejoindre ce que vous dites, moi j'ai l'impression maintenant, depuis des années que je découvre tout ça, j'ai justement l'impression de voir s'incarner ce qu'on m'a appris au catéchisme. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et moi je suis passée par une petite révolte par rapport à certains membres du clergé, mais bon, je pense qu'eux aussi savent pas trop, et il faut savoir aussi que les plus grands ennemis de l'Église sont à l'intérieur de l'Église. Moi, je suis catholique apostolique romaine. Voilà, j'assume. C'est un trésor. Hein, il faut reconnaître, il faut le vivre. Voilà. Bref, et je vous assure que c'est un plan, effectivement, qui est orchestré depuis 3-4 siècles. En tout cas, il y a des preuves, il y a des écrits. Et j'étais un petit peu donc en colère par rapport à tout ce clergé, disons un certain nombre, de ne pas nous avoir avertis que effectivement le mal était dans notre monde et était concret, réel, et il y avait un plan, et il y a des êtres qui servent, je vous assure que je ne suis pas fofolle, il y a des êtres qui servent ce plan, et nous le voyons de plus en plus en action. Comment ne pas le voir? Comment ne pas le voir? Voilà. Je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, je vous remercie de cette sincérité. Je vous assure que ça me touche parce que j'ai été très isolée pendant très très longtemps. Nous sommes très nombreux à avoir ressenti ces choses-là sans pouvoir les exprimer. Incidemment, je voudrais rappeler au passage que si nous sommes là aujourd'hui, et si je peux m'exprimer, et si Claire peut s'exprimer ici aujourd'hui, c'est parce qu'un monsieur absolument diabolisé qui s'appelle Alain Soral nous a permis de le faire. Parce qu'il a eu le courage de nous devancer, et la gentillesse, l'intelligence et le cœur de nous donner la parole. Ça, c'est indispensable. Et si à l'heure actuelle il est diabolisé, comme c'est le cas, c'est parce qu'il nous donne la parole. Et en nous donnant la parole, il nous permet de nous relier les uns aux autres. C'est très très important. Ce que je voulais vous dire, madame, c'est que ce dont je prends conscience, c'est que le mal consistant à martyriser des enfants pour le plaisir de martyriser les enfants, c'est-à-dire ces gens qui prennent plaisir et jouissance à ce qu'on appelle la pédocriminalité, ont toujours existé. Je les trouve en histoire, parce que maintenant j'arrive à repérer où on va les trouver, ils ont toujours été dans les arcanes du pouvoir, ils ont toujours été cachés et ils ont toujours tenu les rênes des choses les plus importantes. Vous avez compris, les magistrats du Parlement de Paris ont caché un réseau pédocriminel abominable. Il y a une chose qui est nouvelle aujourd'hui, c'est que le peuple a conscience de ça. C'est une première historique, c'est notre espoir.
Les attentats contre les enfants ont toujours existé et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on le sait. Même il y a encore 20 ans, madame, quand je commençais à parler de ces choses-là, les gens me disaient « mais soigne-toi, arrête tes conneries ». À l'heure actuelle, de plus en plus de gens ont conscience que c'est vrai. C'est la note d'espoir que je voudrais donner. Le mal, effectivement, progresse, mais la conscience des gens, des braves gens, progresse encore plus vite. C'est ça l'espoir. Justement, la question, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'agir, de vraiment casser ça plus concrètement? On n'est pas encore assez reliés, je pense. Je pense qu'on n'est pas encore assez reliés. Regardez le travail qu'a fait Farida. Farida Belgoul, elle a fait un travail absolument magnifique. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Dans tous les vieux schémas, on va faire une manif, on va faire une pétition, on a compris que ça ne marchait pas. Elle a dit, puisque c'est comme ça, les enfants, on les reprend, on les retire de l'école. Elle a semé la panique. Elle a semé la panique. Et je pense que c'est des actions de ce type qui vont se perpétuer, qui vont s'élargir, il faut se relier. C'est quoi la religion? C'est ce qui relie les gens. Le diable, c'est ce qui divise. Le bien, c'est ce qui unit. Mais, justement, pourquoi ce serait pas possible une communication de masse, dans le sens où si soi-même on commence à prendre conscience des choses et on peut, il suffit de regarder autour de nous, on a les informations, on a suffisamment de preuves. Mais du coup, l'important, ça serait plus d'informer éventuellement ceux qui... Mais c'est ce qu'on fait, c'est ça. Mais ça va pas assez vite, on est d'accord, ça va pas assez vite. C'est parce que moi j'ai fait la démarche d'aller chercher ces informations-là. Est-ce que c'est pas possible d'amener l'information auprès des gens qui vont pas faire cette démarche parce qu'il y a les médias, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, regardez, c'est ce qu'on fait. Regardez cette vidéo, elle va faire quoi? Elle va faire 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, de gens qui vont en parler à d'autres, et ça continue, et ça continue. C'est ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il faut que les gens, il y a un moment, je pense, où chacun bascule. C'est-à-dire que ce que disait la dame tout à l'heure, parce que moi aussi j'ai vécu pendant des années, j'ai entendu parler de tel scandale, etc. Et je disais mon Dieu, c'est dramatique. Et puis après, je reprenais ma vie, je faisais ce que j'avais l'habitude de faire, etc. Et je ne connectais pas avec le problème. Et je pense qu'il y a un moment où ça devient, où il y a un déclic. Moi, ça a été le H1N1, mais ça peut être n'importe quoi, et ça fait que les gens se mettent eux-mêmes à chercher et à essayer de comprendre. Mais jusque-là, on peut le dire et le redire. Les gens qui sont ici aujourd'hui sont des gens qui sont déjà convaincus. Les autres ne viennent pas parce que soit ils nous prennent pour des barges, soit ils veulent pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent, mais même si tu as raison, je préfère pas le savoir. Ça, c'est ce qu'on dit un temps. Moi, c'est ce que j'ai dit un temps. Au début, je vais vous dire, la première affaire de pédocriminalité dont j'ai été... que j'ai reçue, je l'ai censurée pendant 3 mois. Je me la suis censurée pendant 3 mois. Une dame m'a raconté une histoire, je connaissais les grandes lignes, elle me l'a mis sur une cassette. J'ai laissé la cassette pendant 3 mois sur mon bureau, je ne l'ai pas écoutée. Et je savais à quoi je résistais. Je résistais à mes propres traumatismes, à ma propre histoire, à ma propre souffrance, et je ne voulais pas le savoir. Et puis un jour, on ouvre la cassette, on l'écoute et on la passe à l'autre. On n'a rien d'autre à faire, nous, que de disséminer, que de faire circuler toute cette information. Et c'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est ce qui nous relie. Le malheur, c'est qu'on est pressé. Je ne crois pas que d'aller vite soit aller bien. On est obligé d'aller au rythme où vont les choses et de faire taire son impatience. On est impatient, il ne faut pas être impatient. Mais il ne faut pas attendre. Il faut chaque jour, un pied après l'autre, faire circuler les informations et aller les chercher et aller les vérifier. Vérifiez ce que je vous dis, vérifiez ce que Claire vous dit. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Ça, c'est l'erreur, vérifiez, allez vérifier. Et si je me trompe, soyez gentil de me le dire. Marion, tu t'es trompée là-dessus, je rectifierai. Moi, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche juste à faire avancer ce qui nous relie ensemble, le bien commun. C'est ça qui nous intéresse. On est là pour ça. Il y a aussi, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Après ce que je dis, je pense que je suis assez claire, mais ils ont en plus besoin qu'on prenne la décision pour eux. Et ça, il n'y a rien de pire en ce moment que de dire à quelqu'un, vas-y, informe-toi et prends ta décision. Ça panique totalement les 3/4 des gens, ça. Mais d'un autre côté, ça, on ne peut pas dire à quelqu'un, fais ça. Parce que si je dis à quelqu'un, fais ça, le lendemain, il va croiser quelqu'un d'autre qui va lui dire l'inverse.
Et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que la personne s'éduque toute seule ou bascule à un moment donné, et à ce moment-là, elle sera convertie, et à ce moment-là, elle sera solide. Mais autrement, non. Une question pour Claire. C'est au sujet de la radioactivité. Ça me préoccupe pas mal parce que justement à cause de la catastrophe mondiale de Fukushima et de la vérité qu'on nous cache à ce sujet. Et comme elle se répond, que faire et comment lutter contre ça, je ne vois pas trop. Moi j'ai essayé de me procurer des comprimés d'iode à la pharmacie, mais ils n'en vendent pas, hein, bien sûr. On peut peut-être en avoir sur internet, mais bon, j'ai pas été voir. Et sinon, bon, il y a peut-être d'autres solutions, mais quelles sont les solutions? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Parce que ça devient, c'est pour ça que ça devient de pire en pire. Parce que par exemple, jusqu'à il y a 2 ans, on nous disait manger du poisson 3 fois par semaine, etc. Maintenant, même l'OMS commence à dire non, mangez pas plus d'1 fois par mois. Ça veut dire que c'est hyper grave. Parce que sinon, il ne le dirait pas. Et effectivement, il ne faut plus manger de gros poissons parce que c'est sur eux que se fixe le plus la radioactivité et le mercure. Donc honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire entre ça, les chemtrails et tout. Je veux dire, je ne peux pas paniquer tout le monde, mais je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Vous savez, quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, bon, la version officielle est arrivée tout de suite, les gens se sont tus, ils ont dit bon d'accord, bon, puis il y a un doudingue, hein, un fou furieux, enfin un fou pas furieux, un fou doux, hein, qui a dit c'est pas vrai, il n'y a pas d'avion qui est tombé sur le Pentagone, c'était Thierry Messant. Puis les gens ont commencé à se mettre ensemble, et puis à discuter, et puis taisez-vous, bon bah écoutez, on se tait, mais en tout cas on cherche, les gens se sont mis en réseau, il faut se mettre en réseau, il n'y a pas une vérité qui va vous venir, vous allez en parler avec un tel, vous allez trouver un tel, moi je passe mon temps à me mettre en réseau, depuis que j'ai découvert Soral, c'est dans tous les coins, et Soral, je veux dire, ça n'a pas été facile pour moi de le trouver, parce que, puisque lui, il se manifestait publiquement, mais moi il n'y avait pas moyen, puisque moi la façon dont on s'est opposé à ce que j'ai fait, ça a été précisément de me couper complètement des médias. Ben un jour ça s'est fait quand même. Et depuis, ça n'arrête pas. Vous savez, le nombre de gens nouveaux que je rencontre par semaine, maintenant, ça devient de la folie. Et il y a quelques années, j'étais totalement isolée. Donc, il faut chercher. Quand on cherche, on trouve. Il faut se mettre en réseau, il faut communiquer, il faut reliez-vous les uns aux autres. Adhérez chez nous. Hein? Adhérez chez nous. Vous pouvez adhérer à ER si vous voulez. Pour rebondir sur ce que nous disions tout à l'heure au sujet de l'OMS et de sa grande enquête, effectivement, maintenant vous le dites, je travaille dans un établissement, mais justement privé, c'est-à-dire d'obédience catholique, mais qui a reçu par contrat de l'État l'obligation de faire passer un questionnaire à des élèves, à des classes qui ont été tirées au sort. Et j'ai vu le questionnaire dont vous parlez, qui demande les habitudes, quelles sont pas les habitudes sexuelles, mais quel a été l'âge des élèves, à quel âge ont ils eu leur premier rapport sexuel, s'ils en ont eu ou pas, et plus fort, de quelle origine sociale sont leurs parents. Ah, tiens, intéressant. Est-ce qu'il y a un lave-vaisselle chez vous? Parce que, soi-disant, le lave-vaisselle, ça indique à peu près le niveau social des familles. Il y a plein de petites questions comme ça à des élèves de 3e. Oh. C'est-à-dire à des élèves qui, potentiellement, 14, 15 ans, 16 ans, sont naturellement intéressés par la sexualité, ça va de soi. Mais j'ai lu, parce que, en fait, je fais partie du personnel qui va devoir surveiller pendant qu'il y aura ce questionnaire posé. Il doit y avoir 2 classes dans l'établissement qui seront interrogées. La seule chose que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'en principe, c'est anonyme. C'est-à-dire que les élèves ne mettent pas leur nom. Mais vous savez... Et après, le questionnaire est scellé. Il me semble que des questions intrusives comme ça sont interdites. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la corruption de mineurs. Sauf que c'est marqué, c'est l'État, OMS, donc l'établissement ne peut pas s'y opposer. Il n'y a pas... Attendez, on a des lois. Attendez, je sais pas. Attendez, non mais je vous dis pas que vous avez tort. Ce que je veux dire, c'est que c'est là, il y a encore des lois en France. Je sais bien qu'il y en a de moins en moins, mais il y a encore des lois en France. Il y a encore des avocats pour les défendre et des juges pour les juger.
Je veux dire, si l'OMS, et ça me semble absolument évident, a décidé de lancer une grande entreprise de corruption de mineurs, il faut sortir l'arsenal contre la corruption de mineurs. C'est pour ça que j'ai bien l'intention de me dédire et de ne pas surveiller, de refuser qu'on puisse de ce truc-là. Oui, mais je pense qu'il faut... C'est la semaine prochaine, si on n'en pas. Vous voyez, est-ce que vous pouvez envoyer les renseignements là-dessus, nous envoyer les renseignements qu'on les donne à Farida, parce que ça peut être intéressant. Oui, mais attendez, Farida, elle a déjà jusqu'à là, je veux dire, attendez, je crois qu'il faut la seconder, Farida, faut pas lui balancer le bébé. Vous avez des tas d'avocats qui sont prêts à se mobiliser. Moi, j'en ai même dans mon entourage, qui sont prêts à se mobiliser en disant on est témoin d'un truc, il faut attaquer. S'il y a des lois contre la corruption de mineurs qui peuvent s'appliquer dans un truc comme ça, il faut attaquer. Mais on ne va pas attaquer tout seul, et ben on se met en réseau. Imaginez, il y a juste quelques années, un père aurait dit à son fils, dis donc, alors est-ce que tu as connu la sodomie, machin, je vais te montrer comment c'est, il est tombé pour pédophilie. Ah mais c'est pas ce qui est marqué dans le questionnaire. Ce qui est marqué dans le questionnaire, c'est est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels avec un homme ou un... Mais de quoi je me mets? Eh ben, mais c'est de la corruption de mineurs. Ça regarde les... Ah non, mais ça, je suis mais c'est de la corruption de mineurs, oui ou non? Mais il faut regarder ce que dit la loi. Ça s'appelle la corruption de mineurs. Tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qu'on impose aux enfants, ça faisait tomber pour corruption de mineurs il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est promu par l'éducation nationale. Mais je pense que les lois en question n'ont pas été abolies. Les lois sur la protection des mineurs, à ma connaissance, elles n'ont pas été abolies. On n'a pas, à l'Assemblée nationale, décrété un jour, on peut tout dire et tout faire devant les mômes. Je crois que les lois existent encore. Et c'est là, pour le coup, aux citoyens de se mettre ensemble et de dire, maintenant, on prend un avocat, on attaque. Et si on n'a pas d'argent pour se payer un avocat, ben, y a peut-être un avocat qui a des enfants dans le truc. Parce que vraiment, en matière de bénévolat, nous on donne. On donne. Travailler gratuitement pour la cause, nous on sait faire, et il y a des avocats qui sauront faire aussi. Mais c'est vrai que de se mettre en réseau avec Farida, c'est bien, mais je veux dire, lui envoyer un nouveau truc, elle a déjà à faire. Je crois qu'il faut plutôt la soulager que... Non, mais lui envoyer à titre d'info, pour qu'elle sache, par exemple. Oui, c'est important de savoir que dans telle école, il s'est exactement, passé ça. Et ça sera mis sur son site. Si on l'envoie à Farida, ça sera mis sur son site. Je ne dis pas que Farida va s'en occuper. D'accord. Je dis que Farida est l'info, parce que ça apporte de l'eau à son moulin. Ouais. Bonsoir. Moi, je me pose quand même une question par rapport à ces minorités agissantes qui conditionnent nos vies, qui conditionnent notre santé ou la sexualité de nos enfants. Et je me dis, mais ces gens-là aussi, ils ont des enfants. Bah, oui, mais ils vont dans des écoles privées. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent leurs gosses dans des instituts protégés? Bah ouais. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ok, j'avais une question. Bah oui, ça me semble évident. Ça me semble évident. Et ils ne mangent pas des OGM, probablement. Ça les oblige quand même à vivre dans une prison dorée, quelque part. Oui, mais je ne sais pas si à ce stade-là, c'est comme quand quelqu'un est drogué, vous pouvez lui expliquer, quelqu'un qui est cocaïnomane, vous allez lui expliquer que c'est mauvais pour son cœur, c'est pas pour ça qu'il va arrêter. Et je veux dire, quand ces gens-là sont tellement accros du fric et du pouvoir, que je pense qu'on ne parle pas à des gens normaux non plus. Sinon, c'est anormal. Quand on a déjà 15 yachts et un appartement ou une maison dans chaque pays du monde et 4 jets privés, etc., pourquoi est-ce qu'on voudrait faire encore plus de fric et plus de fric et plus de fric? Ça n'a pas de raison. Tant qu'on ne s'adresse pas à des gens qui sont raisonnables à la façon dont on l'entend. Vous savez, je pense que la propagation du mal, c'est qu'une fois qu'ils ont tout, ils ont déjà tout. Donc pour aller encore plus, ça va être dans l'abjection. Ça va être ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont s'autoriser. C'est pas ce qu'ils vont avoir en plus, ils ont déjà tout. Et c'est là que ça devient je pense qu'ils ont une case quand même, hein, parce que je veux dire, quand on entend, je crois que c'est le vice-président de Goldman Sachs qui a dit « Je fais le travail de Dieu ». Oui, allô, bonjour. Alors aujourd'hui, hier, c'était la folle journée de la jupe à Nantes. Et vous n'êtes pas en jupe, là? Ah non, je suis en jean, c'est bon. Et justement, bon, c'est bientôt la Gay Pride à Nantes, comme chaque été. Vous avez dit qu'il fallait agir en réseau, pourquoi pas créer l'hétéro Pride, par exemple? Je suis fier d'être hétéro. C'est pas un jean. Je pense que répondre... Oui, mais ça risque de se terminer en pugilat. Je suis pas sûre, enfin, si vous avez envie de vous amuser avec des copains, allons-y. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller à la recherche de l'origine de la Gay Pride. J'ai fait une vidéo là-dessus.
On la trouve sur Égalité et Réconciliation. La vidéo dont je me suis inspirée pour trouver les premières informations est également sur Égalité et Réconciliation. Remontez à la source de la Gay Pride, regardez qui a fondé la Gay Pride, en quelle année, pourquoi faire, avec qui, ce que c'est devenu, et diffusez. Diffusez. C'est quoi la Gay Pride? C'est un monsieur qui était un ami de Kinsey et qui a promu, il était lui-même non seulement homosexuel, mais pédophile. Pédophile. Et les premières manifestations de pédophiles se sont déroulées avec la Gay Pride. Donc il y avait la Gay Pride, la fierté d'être homosexuel, et le NAMBLA, ça s'appelait, les pédophiles fiers d'être pédophiles. Et ils manifestaient ensemble. Ils manifestaient ensemble. Et ces gens-là font quoi? Ils font la promotion de la sodomie. Ah, ça, alors là, c'est moins ce qu'ils ont en commun. Rechercher les sources, remonter aux sources et disséminer. Moi, j'ai des amis homosexuels comme tout le monde, parce que celui qui n'a pas d'amis homosexuels, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Je veux dire, compte tenu du nombre, quand on a beaucoup d'amis, on a forcément des homosexuels au milieu. Parmi les amis homosexuels que j'ai, j'en connais pas qui aient revendiqué quoi que ce soit de ce type, quoi. Vous avez des gens qui manipulent et qui réussissent à terroriser, y compris des États. C'est complètement fou. Et ils disent, on représente les homosexuels, et quand vous êtes contre, c'est que vous êtes contre l'homosexualité. Moi, je suis contre personne. Je suis contre personne. Si, il y a des gens qui déconnent. Mais je veux dire, chacun a le droit de vivre comme il l'entend. Mais ils ne sont pas là pour nous régenter, quand même. Eh bien, remontez à la source. Faites circuler l'info. Regardez ce que c'est que la Gay Pride. Avant Kinsey, pas de Gay Pride. Depuis Kinsey, la Gay Pride. Et juste derrière, les pédocriminels. Juste derrière. Même pas juste derrière, au milieu. Au milieu. Donc, les homosexuels n'ont pas besoin, pour vivre leur homosexualité, de tout ce cirque. Par contre, les pédocriminels, eux, ils en ont besoin. Parce que petit à petit, on supprime l'autorité du père, donc on va pouvoir avoir accès aux enfants. Les pédocriminels, c'est leur intérêt, ça. Les pédophiles, c'est leur intérêt. Ils veulent les enfants. Donc on va casser la famille, on va casser la pudeur, on va casser tout ça. Ce sont des criminels qui sont derrière. Donc hétéro-pride, amusez-vous. Amusez-vous. Les filles portent déjà le pantalon, donc c'est difficile de dire les filles vont se remettre en jupe. Moi, chaque fois que je me mets en jupe, on me dit Marion, ça ne te va pas, remets-toi en pantalon. Mais bon, c'est des pauvres gars, je veux dire, les gars qui se mettent en jupe pour défendre l'égalité. Avec l'égalité de quoi? Je suis légal de personne. Moi, je suis légal. Non, puis en plus, ils sont en train d'essayer de nous expliquer que parce qu'un petit garçon va jouer à la poupée, une petite fille va jouer au camion, plus tard dans une entreprise, il y aura l'égalité des salaires. Bonne blague. C'est vrai? Oui, moi j'aimerais rajouter juste... Qui est-ce levez le doigt. Ah, oui. Pour signifier leur chute qui vient de manière indéniable, et qui est déjà notée depuis fort longtemps. Donc l'agneau les vaincra, car il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça, il faut y croire, hein, Mais que le déshonneur Salomon, couronné en Éthiopie, nous en soit le témoin éternel. Bon, ça, on rentre dans le domaine de la croyance. Je ne sais pas que j'ai pas la moindre mésestime pour la croyance, mais en discuter comme ça, c'est pas l'instance. C'est pas l'instance. Mais c'est vrai que les gens, de toute façon, les gens comme Farida, par exemple, qui ont la foi, sont des gens qui sont inébranlables. Ce sont inébranlables. Ceux qui gagneront sont ceux qui ont la foi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ceux qui avancent sont ceux qui y croient. C'est sûr. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci Marie. Je voudrais aussi remercier les bénévoles qui nous ont aidés pour que cet après-midi puisse être parfait, parce qu'il y en a certains qui viennent il y en a qui sont de Nantes, mais d'autres qui viennent d'Angers, de Vendée. Alors merci à eux.